si c'est possible. Voilà. Donc je change de micro. Le son sera peut-être pas aussi bon qu'à l'accoutumée. Veuillez m'en excuser. Je pense qu'il y a un problème avec le micro-cravate. Donc nous allons faire 100. Donc je vais parler un petit peu plus fort et puis c'est tout. Donc je reviens à la maxime de Gaston Courtois. Le métier de chef ne convient pas aux rêveurs qui, vivant dans la stratosphère, oublient d'avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Donc voilà ce que nous enseigne Gaston Courtois. Je crois que nous en avons bien besoin, parce que ce n'est pas avec des rêves, malheureusement, que l'on construit quoi que ce soit de solide. Alors il faut avoir une vision, mais cette vision doit aussi se projeter dans le réel pour pouvoir être réalisable. C'est vraiment ce qui dirige l'action d'une perspective, la 6e République. C'est pour ça que nous avons, dès le départ, fixé comme objectif de présenter un candidat à l'élection présidentielle pour justement présenter et mettre en œuvre une 6e République, une constitution rédigée en amont. Pour être dans le réel et pas dans une instabilité politique qui, ou dans un débouché incertain qui n'aboutit à rien, en effet. Alors, émergence, tout d'abord, bon, le manifeste, hein, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui suivent peut-être pour la première fois cette émission, donc émergence, réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié. Tout est résumé dans ce manifeste. Donc c'est un très court livre, hein, je le rappelle, hein, c'est vraiment, c'est 30 pages, c'est un court livre, mais l'essentiel de la démarche est expliqué dans ce court manifeste. Émergence, pour faire émerger une force politique qui renverse et qui change le système. Tel est le but de la démarche. Comme j'ai dit dans Émergence, en fait, il y aura 4 volets, puisque c'est un véritable rebond civilisationnel dont nous avons besoin. Il y aura 4 volets supplémentaires par rapport à ce volet central qui forme la colonne vertébrale, ce premier manifeste. Et donc, il y a le volet notamment idéologique, là, qui est en très bonne voie de rédaction et qui devrait sortir, je l'espère, d'ici la fin novembre. Et donc qui sera destiné aux intellectuels d'une manière générale, mais également aux artistes, aux journalistes, à toutes les professions académiques également, donc avec du contenu idéologique et ce vers quel modèle de société nous voulons tendre en mettant en place cette 6e République. La 6e République n'étant que la première brique, je dirais, sur la naissance d'un nouvel espoir, la définition de nouvelles lumières, comme j'aime à les appeler. Donc le livre à lire absolument, à diffuser autour de vous, à commander. 3 €, c'est le coût de production. Commandez-le. Voilà, sur cette adresse email, vous envoyez un email, contact, comme d'habitude. Vous avez l'URL là-haut, l'adresse internet, pour pouvoir le consulter en version électronique. Et bien sûr, vous pouvez diffuser autour de vous ce manifeste. C'est simple, c'est sans risque, c'est juste, c'est un peu d'argent, c'est 20 €, 30 €, vous commandez une dizaine d'exemplaires et vous les distribuez autour de vous, dans les boîtes à livres, dans les lieux d'échange de livres, dans vos relations, parce que si on veut changer le système, si on veut vraiment, si on craint que la barbarie arrive, eh bien, la seule voie réellement faisable, profitable, c'est d'ouvrir un nouvel espoir. C'est ce que nous proposons, c'est ce que propose Émergence. Vous pouvez bien sûr commander la version papier, pour les mettre dans les boîtes à livres, c'est plus pratique quand même. Donc, la version papier,
par courriel, ou bah, vous envoyez à l'adresse suivante qui s'affiche un P6R, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30 41 400 Montrichard, donc votre commande avec le règlement par chèque, et où nous vous enverrons par retour le nombre d'exemplaires commandés. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Vous avez tous les détails sur l'URL, donc ap6r.org, avec les tarifs en fonction du nombre d'exemplaires commandés. Voilà, c'est important. Allons-y, c'est le moment. Nous allons voir à la fin, j'en parlerai, l'initiative, je dirais, d'école. La mayonnaise semble prendre. Eh bien, c'est le moment d'avancer. Si vous voulez un avenir pour vos enfants, c'est ce qu'il faut diffuser autour d'eux. Alors, regard sur la semaine. Bon, on est encore reconfiné encore pour plus longtemps. Les courbes, bah, je le rappelle, la courbe orange, c'est la courbe du nombre de cas. On voit que vraiment c'était une vaguelette au mois de juin, au mois de mars, pardon, mars-avril. Là, on est vraiment sur une très grosse progression. Bah, la barbarie est en marche, c'est clair, puisque avec ces confinements, ces restrictions de liberté, bah, ces gens qui décèdent aussi ou qui sont atteints parce qu'il y a des séquelles de ce virus, je le rappelle, il y a une vidéo qui l'expliquait, le fait qu'on ait cette pandémie, c'est vraiment lié à la mondialisation et à la diffusion très rapide de ce virus par les moyens de communication, et d'autre part, par les immenses conurbations et les exodes ruraux sur toute la planète, qui fait que les virus peuvent muter beaucoup plus rapidement et qu'on ait des réservoirs animaux qui sont atteints. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est qu'une des premières épidémies, pandémies que nous aurons. Il y en aura d'autres, et de différentes natures. C'est le signe que nous basculons dans un autre monde, comme on dit. Ils appellent ça le monde d'après. Moi, j'appelle ça la barbarie, puisque si on est en permanence obligé d'être confiné, d'avoir des masques ou des choses comme ça, moi, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi, j'appelle ça la barbarie. Et comme j'ai déjà dit, la barbarie, c'est pas un terme en l'air. Nous avons parfaitement défini qu'est-ce que ça veut dire que la barbarie. Je vous renvoie aux émissions, peut-être on en reparlera dans d'autres émissions, c'est bon de le rappeler de temps à autre. Donc on voit que là, la courbe des décès, bah, ça y est, elle s'envole de nouveau. Nous sommes donc sur les 7 derniers jours, là, depuis la semaine dernière, à 3511 morts en France. Donc plus que la semaine précédente, puisqu'on était à 3011, je crois. Donc là, on est à 3511 morts en une semaine, en 7 jours. Voilà. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus, c'est malheureusement devenu notre pain quotidien, comme dirait l'autre. Deuxième sujet bref de la semaine, deuxième regard, la liberté d'expression en grand péril. Véritablement en grand péril, je pèse mes mots, notamment quand on écoute Madame Ilana Sicurel, eurodéputée et porte-parole. Donc c'est pas simplement, voilà, c'est porte-parole de La République En Marche, qui dit carrément qu'il faut censurer, qu'il ne faut pas parler de certaines choses, et en l'occurrence du documentaire qui a été réalisé Hold Up, dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc je vous invite à regarder cette émission en entier, c'était une émission sur CNews. Donc il y a une URL là-haut qui donne une URL russe, vous voyez, c'est là où on peut retrouver l'émission en intégralité. Ce qu'elle dit est absolument hallucinant. Hallucinant. C'est vraiment, si on la suit, c'est la fin de la liberté d'expression. Même la journaliste de CNews était interloquée par ce qu'elle disait. Porte-parole de La République En Marche. C'est la dictature en marche. Alors, sous des prétextes complotistes, mais les gens
ils ont un cerveau. Ils savent, c'est à eux de discerner le vrai du faux. Et s'il y a des choses qui sont fausses à l'intérieur, eh bien il faut dire les choses et les gens trancheront. Les gens en conscience, il faut faire appel à l'intelligence citoyenne. Les gens ne sont pas des imbéciles, ils sauront faire la part du bon grain de l'ivraie. Et dans ce documentaire, je n'ai pas regardé en intégralité, mais il y a des gens qui sont pas des imbéciles, visiblement, qui parlent dans ce... c'est pas des complotistes, je ne sais pas de quel chapeau ils sortiraient, du Da Vinci Code ou d'autres choses comme ça. Non, il y a des gens qui ont l'air tout à fait sérieux. Bon. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu en intégralité, j'essaierai de prendre le temps de le regarder ce week-end. Si on arrive à le retrouver, puisque sur pas mal de plateformes, il a été censuré, notamment... il avait été publié par un de nos membres sur le groupe Facebook, même par plusieurs membres d'ailleurs, hein, mais bon, on l'a publié qu'une seule fois, hein. Mais la publication a été disparue. Donc Facebook, c'est la censure privée, la censure par les diffuseurs, donc c'est la mise en œuvre de ce qu'elle demande, elle, cette dame-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voir. Il décide à votre place de ce que vous avez le droit de voir et de ce que vous n'avez pas le droit de voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, c'est à eux de se faire une opinion. C'est inacceptable. Alors, il est encore disponible sur Odyssée. Donc je pense d'ailleurs que nous allons certainement migrer toutes les vidéos d'une perspective de la 6ème République sur Odyssée pour ne pas avoir des problèmes de censure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les membres à s'inscrire sur le site, parce que sur le site, évidemment, c'est sécurisé, il est hébergé en lieu sûr, et il ne pourra pas être coupé facilement. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a la loi de sécurité globale également aussi, où maintenant, on interdit aux journalistes de prendre des images de policiers en intervention. Déjà, moi, rien que voir des policiers qui ont des cagoules ou des choses qui cachent leur visage, mais dans quel monde vit-on? Ça veut dire qu'ils sont hors la loi, qu'ils peuvent pas être fiers de ce qu'ils font? C'est déjà une pratique qui existe depuis un certain nombre d'années. Ils cachent leur visage, mais qu'est-ce que c'est? On cache son visage, c'est les cambrioleurs qui cachaient leur visage. Les gens qui respectent la loi et qui sont dans la loi, ils n'ont pas à cacher leur visage. Voilà le monde dans lequel on va. C'est la barbarie. On y va. Il faut réagir. Alors ce sujet est vraiment très important, c'est vraiment un péril. Ça sera le sujet de la prochaine chronique des barbaries de vendredi prochain. Parce que il y a vraiment beaucoup à dire et il est temps vraiment que les Français réagissent et s'engagent dans une vraie alternative. La seule qui soit réellement crédible et qui puisse faire quelque chose, c'est une perspective de la 6ème République. Le manifeste l'explique très très bien. C'est pas ni Marine Le Pen ni M. Mélenchon qui pourront y arriver. Ils ne sont pas sur une perspective rassembleuse du peuple français. Tout est là. C'est aussi simple que ça. Ils sont dans un camp. Et on l'a bien vu, Madame Le Pen, elle a son plafond de verre qu'elle n'arrive pas à franchir. Et puis Mélenchon, il veut se présenter, là, il a déclaré qu'il voulait se présenter pour la 3e fois, mais il échouera de la même façon. Même s'il était au 2e tour, il échouera de la même façon. Donc nous avons une proposition, elle est expliquée dans le manifeste émergence, on est sûr de gagner. Sûr. Et pas d'un peu. Je vous laisse regarder. Alors, dernier regard sur la semaine, encore quelque chose qui attaque la démocratie, évidemment, le vote par correspondance. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a une proposition de loi déposée par un sénateur LREM, mais il n'y a pas que LREM, hein, parce que sur l'émission précédente, là, il y avait aussi quelqu'un de Les Républicains qui était là et qui défendait ce que disait cette dame de LREM. Il y a quand même une proximité incroyable. Heureusement qu'il y avait d'autres intervenants qui étaient là pour un petit peu apporter la contradiction, parce que c'était hallucinant. Et il y avait la journaliste aussi, même la journaliste était contre, pour dire. Donc voilà, proposition de loi, donc,
visant à autoriser le vote par correspondance. Alors, on sait que c'est la porte ouverte à la fraude massive. Bon. On voit ce qui se passe aux États-Unis. 80% des votes par correspondance aux États-Unis sont démocrates, je crois. Un peu bizarre. Bon, alors, à vérifier. Hein, ouais. On sait que c'est la porte ouverte aux fraudes massives. Et c'est pas pour rien si en France c'est interdit depuis 1975. Parce qu'on sait que c'est le tripatouillage des élections assuré. Donc ça, c'est vraiment dangereux, parce que s'ils mettent ça en œuvre d'ici l'élection présidentielle de 2022, eh bien, il va falloir effectivement se mobiliser pour empêcher ça, parce que là, du coup, ils sont sûrs de repasser. Ah bah alors là, on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables de tout. Vous voyez dans quel état d'esprit ils sont, hein, cette députée, ça montre dans quel état d'esprit ils sont. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Il faut vraiment se mobiliser. Comme ont su le faire les Gilets jaunes, bah, on va fêter le 17 novembre cette semaine. Eh bien, à cette occasion, je pense qu'il serait bon, effectivement, peut-être de se manifester et de mettre tout ça sur la table et de dire stop. Et de mettre vraiment un coup d'arrêt à ça, bah, c'est la prochaine élection présidentielle, et avec une large mobilisation. Voilà. Pour ces regards sur la semaine, voilà, il faut réagir. Il faut une lame de fond populaire. S'il n'y a pas une lame de fond populaire, si le peuple français ne se mobilise pas, ne se rassemble pas sur un sujet qui puisse le rassembler, malheureusement, ni Marine Le Pen, ni M. Mélenchon, ni Yannick Jadot, enfin Yannick Jadot c'est encore autre chose, lui, il est intégré au système, donc c'est encore autre chose, mais sans une lame de fond populaire, sur un sujet qui puisse rassembler, la Constitution, la 6ème République, eh bien nous allons vraiment rentrer dans quelque chose de très 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 dangereux. Là franchement, là on sera vraiment au bord de la dictature, et puisque il n'y a plus de place pour la démocratie. On l'a montré. Dans l'émission Les Mercredis de l'Espoir de mercredi, j'en ai parlé. Pourquoi l'oligarchie mondiale, les frontières nationales, qui est le lieu naturel d'expression de la démocratie, ça les embête, ça leur pose plein de problèmes. Les multinationales portent bien leur nom et sont à cette échelle-là, elles sont plus puissantes que bien des États. Ça ne les intéresse plus. La classe dirigeante n'est plus intéressée par la démocratie. Ce que dit Achille Mbembe, hein, le philosophe camerounais, qui explique y a-t-il encore une place pour la démocratie au XXIe siècle, pour la politique même, au XXIe siècle, politique démocratique au XXIe siècle. On est vraiment à ce stade-là. La situation est très sérieuse. Donc c'est pas Chronique des barbaries pour rien. Continuons et rentrons peut-être dans le vif du sujet de ce soir. Donc culture française, art et culture, suite. Donc, je vais rappeler rapidement ce qu'on disait la semaine dernière. Une nation, ça se bâtit sur une culture commune, sur un territoire. Et si cette culture commune sur un territoire est détruite, mais ce qui se passe, c'est la situation qui existe dans nombre de pays africains, malheureusement, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, c'est le tribalisme, les clans, les communautarismes, les gangs, les mafias qui contrôlent un certain nombre de territoires, et puis il y a peut-être un vague État qui traîne au-dessus, mais voilà la situation. C'est ce qu'explique Robert Kaplan dans The Coming Anarchy. Lui aussi d'ailleurs, il parle que la démocratie est en danger, et c'est ce qu'on voit. Enfin, c'est très prospectif, hein. Il a maintenant plus de 20 ans son livre, c'est sa suite d'articles, c'est un journaliste à la base de reportage, Robert Kaplan. C'est éclairant sur la situation qui nous pend au nez, quoi. Voilà, donc si on perd cette culture commune, cette volonté de vivre, de partager un ensemble commun, de faire peuple, tout simplement, eh bien voilà ce à quoi on aboutit. Donc c'est très important la culture. Et la destruction, et d'autant plus qu'il y a une destruction volontaire de la culture,
qui est vendu à l'hégémonie des USA. On peut le constater dans les cinémas, dans la télévision, mais dans les chansons. Je vous renvoie vraiment à l'émission de la semaine dernière. C'est ce qu'ils appellent leur fameux soft power, qui a été entériné par le TAFTA en 2014-2015. C'est la domination, la colonisation culturelle, la finalisation de la colonisation culturelle de la France notamment et de l'Europe par les États-Unis. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus, et dans tous les domaines, et dans la nourriture, etc., etc. Tous les aspects culturels. Vous faites ça, vous détruisez la culture d'un peuple, d'une nation. Et donc derrière, ça fait plus peuple. Et donc derrière, ça fait quoi? Des clans, etc., etc., des guerres civiles. Quand même un ciment. C'est quoi le ciment si vous n'avez plus la culture? Et parfois même plus la langue. Et puis, ça c'était sur les aspects, je dirais, collectifs, nationaux, du peuple dans sa globalité. Mais perdre sa culture, c'est au-delà de ça. C'est se perdre soi-même. Et c'est vraiment le sujet de ce soir que nous allons aborder. Parce que ce n'est pas simplement des impacts collectifs, hein, c'est pas qu'une dimension sociale, ça affecte aussi les personnes en tant que telles. Et c'est bien pour ça que j'ai choisi d'orienter et d'articuler cette chronique des barbaries autour du livre de Jean-Pierre Depardieu, Ailleurs. Donc ça, c'est le livre qu'on voit là-haut. Hein. J'ai pris quelques notes dessus. Donc nous allons regarder dedans et nous allons voir comment c'est très intéressant. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris quand j'ai dit que je parlerais du livre de Jean-Pierre de Gérard Depardieu. Et vous allez voir que c'est vraiment très éclairant. Et pourquoi c'est éclairant? Parce que, et j'en parlais, je l'ai ébauché, je dis déjà ce que je vais dire aujourd'hui, hein, en fait, ce sont les transgressions, c'est la culture française qui est décrédibilisée, qui est moquée par ces fameuses élites, et nous en allons en avoir différentes illustrations. Comment, justement, cette décrédibilisation, le poisson pourri par la tête, mais on en est vraiment là un exemple. Mais les organisations, autant le poisson pourri par la tête, mais les organisations se construisent aussi par la tête. Eh bien moi, ce qu'on me propose, à une perspective de la 6ème République, c'est de construire par la tête une nouvelle perspective, un nouvel espoir. Parce que ces transgressions et ces personnages qui se disent être une élite, ils sont en train de pourrir. Et ils pourrissent tout avec leur pourriture. Mais les organisations se construisent aussi par la tête. Alors, Gérard Depardieu. Qui est Gérard Depardieu? Tout le monde le connaît, c'est le plus grand acteur français. Mais on n'est pas le plus grand acteur français par hasard. C'est quelqu'un qui est capable de jouer n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, il a joué tout, dans tous les domaines. Il a toujours été crédible. Alors, je ne sais plus qui disait ça, je ne sais plus si c'est Alain Delon ou qui disait qu'il y avait deux catégories de gens qui faisaient du cinéma. Il y avait les acteurs et les comédiens. Et il classait les acteurs, lui il se disait un acteur, c'est-à-dire qu'il arrivait avec ses personnalités, ou Jean Gabin par exemple, arrivait avec sa personnalité, l'imposait au personnage qu'il incarnait. Puis il y a les comédiens qui se mettaient dans la peau, bon là c'est Arditi par exemple, c'est typique des acteurs de cet acabit-là, qui se fondent, ou Weber, qui se fondent dans le personnage, qui se mettent au service du personnage. Bien, je dirais que Depardieu, c'est peut-être le seul acteur qui est à la fois un acteur et un comédien. Donc c'est ma perception des choses, parce qu'il est à la fois très présent, mais en même temps il est capable de jouer n'importe quoi. Il l'a montré, de jouer tout type de rôle, en étant crédible à chaque fois. C'est-à-dire il est à la fois comédien, de se mettre dans la peau du personnage, mais en même temps il a sa personnalité qu'il impose, entre guillemets, au personnage. Donc ça montre quelqu'un qui a une très grande sensibilité. Et c'est un artiste, c'est pas pour rien que c'est un artiste qui est connu en France et reconnu en France et à l'étranger.
c'est justement pour ça, parce que c'est sans doute un des artistes qui a la plus grande sensibilité, et c'est ce qui lui permet d'être ça. Et je pense pour ça, justement, que son livre, Ailleurs, est très intéressant, parce qu'il va éclairer la même chose que ce que dit nous sur le terrain politique, mais lui avec ses yeux d'artiste. Déjà, première chose, pourquoi Ailleurs? C'est bizarre comme titre, Ailleurs. Il est toujours en fait à vouloir partir, c'est ce qu'il explique. Il arrive quelque part, hop, et il faut qu'il reparte. Il faut qu'il soit toujours avec des valises entre deux avions, entre deux aéroports, etc. Il arrive à un endroit, il ne pense presque déjà plus qu'à une chose, c'est à repartir. Il est en fait dans une fuite permanente et il veut toujours être autre part. C'est curieux. En fait, il fuit quoi? En fait, c'est un homme qui est mal dans sa peau, ça transparaît, quoi. C'est-à-dire, enfin, même sur la couverture, il le dit, hein, il a fait 30 ans de psychanalyse. Donc c'est quand même pas une paille, sans résultat, d'ailleurs. Il le dit aussi dans son livre, ça n'a servi à rien. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a poussé dans la psychanalyse? Parce qu'en fait, on a tendance à tout psychologiser, c'est-à-dire à tout ramener à l'individu. Donc, si vous prenez les psychologues, par exemple, leur but, c'est pas de vous soigner en tant qu'individu, c'est d'essayer, dans le contexte dans lequel vous êtes, de vous adapter pour que vous arriviez à vivre dans le contexte dans lequel vous êtes. Mais on ne remet jamais en cause le contexte dans lequel vous êtes, la société dans laquelle vous êtes, le collectif dans lequel vous êtes. C'est vous. Alors, la psychanalyse, c'est encore... Là, on va rechercher des trucs, des conneries, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat. La psychanalyse, c'est n'importe quoi. Hein. Ça n'existe pas, c'est juste une théorie qui n'a ni queue ni tête. Hein. Ce n'est pas une démarche scientifique du tout. Michel Onfray en a parlé, hein, il a fait un livre sur Freud, je vous renvoie à cet ouvrage est très éclairant. Et donc, ça revient à dire, à tout psychologiser, c'est le problème, il est en vous. Ça ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur, de toute façon, vous ne pouvez rien faire, etc. Vous n'êtes plus un citoyen, vous ne pouvez pas agir. Donc le problème, il est en vous. On ne se pose même pas cette question, d'ailleurs. Hein. C'est vous le problème. Donc cherchez en vous. 30 ans de psychanalyse, aucun résultat. Petite quand même cerise sur le gâteau, ça fait vendre des séances. C'est quand même pas négligeable. Mais bon, c'est toute l'époque de 68, Lacan, etc., Foucault, on est dans cette idéologie-là. Bon, on en sort doucement, mais elle a profondément marqué toute une génération, sa génération notamment. Mais alors, que fuit-il s'il est toujours en partance pour aller ailleurs, comme ça? Qu'est-ce qu'il fuit? En fait, il fuit lui-même. Parce que s'il fuyait simplement une chose, il irait ailleurs et puis ça serait fini, il arriverait à trouver son équilibre. Non, il est tout le temps dans fuite. Donc s'il fuit tout le temps comme ça, c'est qu'il se fuit lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire se fuir lui-même? Mais il se fuit, moi c'est l'analyse que j'en fais, il se fuit car il n'y a pas plus français que lui. C'est Pantagruel vivant. C'est le Rabelaisien, c'est le bon vivant, c'est le propriétaire de vigne, c'est quelqu'un qui est ancré dans le terroir français. C'est un Français, plus français que lui, ça n'existe pas. C'est l'analyse que j'en fais. Donc, il se fuit lui-même, et lui-même, c'est un Français. C'est un vrai Français. C'est un Français rabelaisien de cette veine-là. Il y a d'autres veines hein, dans le peuple français, mais il y a cette veine-là qui est une veine très importante. Hein. On ne va pas le nier. Hein. La culture, la gastronomie française, et pas simplement que la gastronomie, mais les plats du quotidien, des plats populaires, etc. Tout ça, ça participe de la culture française. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on essaye de détruire avec les fast-foods, notamment. Et tout prêt à consommer. Alors, pourquoi? Du coup, voilà, ça c'est lui, c'est incontestable. Pourquoi se fuit-il? Pourquoi
pourquoi il est dans cette fuite de lui-même, de ce caractère français. Alors qu'est-ce qu'il dit? On va citer quelques passages, si vous voulez bien. Je me méfie de l'éducation, de toutes les éducations. L'enfant, il faut l'aimer et lui foutre la paix. Qu'est-ce qu'on dit? Ils disent juste, il ne faut plus éduquer les enfants. Dans cette fuite de lui-même, de ce caractère français. Comment est-ce qu'on fait? On n'éduque plus les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les apprend plus à se tenir à table, à manger proprement, à dire bonjour, au revoir, merci, etc. À apprendre à compter, à lire. C'est plus qu'étrange. C'est juste pas possible, quoi, ce qu'il dit. Et en plus, on peut dire, mais ne pas éduquer un enfant, si c'est son enfant, est-ce que c'est vraiment l'aimer? C'est faire un enfant sauvage qui n'aura pas de place dans la société. Enfin, c'est quelque chose qui est juste pas possible, quoi, de ne pas éduquer les enfants. C'est plus qu'étrange. Vous les éduquez forcément. Enfin, sinon, ils deviennent... quoi? Il faut bien leur apprendre à lire, à parler, à marcher. C'est une éducation, tout ça. C'est faire un enfant sauvage qui n'aura pas de place dans... On voit bien que ça n'a pas de sens, quelque part. Continuons. C'est possible, quoi, de ne pas éduquer les enfants. Vous les éduquez forcément. Enfin, sinon, ils deviennent... La mémoire, c'est comme la nature. C'est très bien, à condition de la dépasser. J'ai toujours préféré l'oubli. On voit bien que ça n'a pas de sens. De tous les cordons qui nous retiennent, il parle notamment du cordon ombilical, il faut s'en libérer, désapprendre d'où l'on vient. On voit bien que le cœur du problème, c'est justement d'où l'on vient, c'est cette nature, c'est ce peuple d'où il vient, ce peuple de France, d'où il vient. Il faut oublier sa mémoire, il faut oublier sa culture. J'ai toujours préféré l'oubli. Il veut s'oublier lui-même. Il oublier qui il est, d'où il vient, d'où l'on vient, qui l'on est. Et du coup, c'est ce qui l'amène. Hein. Lui, il ne vit que dans le présent, il vit que l'instant présent. Mais on ne peut pas vivre comme ça. C'est une instabilité, on est une feuille de papier qui vole. On n'est pas un arbre qui a ses racines. Et on ne peut pas vivre. C'est les feuilles mortes qui vont au fil du vent. En fait, c'est un discours typique de l'influence des transgressions 68 arts. Lui, il a baigné là-dedans, il a été élevé là-dedans, ils étaient au plus fort de cette idéologie. Et il en a été profondément marqué, profondément imprégné. Et donc, il a cru ce qu'on lui a dit. Et il a cru, et donc d'où cet individualisme, et ce que je parlais tout à l'heure sur le fait de tout ramener à l'individu. Et donc, ça conduit forcément, si on n'est pas bien, vers des psychothérapies, des choses comme ça, plutôt que des actions de groupe, hein, que ce soit dans différentes organisations, mais bon, par exemple, pour lui qui était un fils d'ouvrier, dans un syndicat, dans un parti politique, et ça peut être dans d'autres domaines, hein, c'est l'action de groupe. Non, on se replie sur soi-même, l'individualisme, et on va chez le psychologue ou le psychothérapeute, psychanalyste. L'éducation. Je vous ramène au film The Wall de Pink Floyd, hein. C'est tout à fait ça, hein. L'éducation. Plus de passé, plus de culture, plus de territoire. Il faut se déraciner. Mais comment on peut se déraciner? C'est une barbarie, c'est une négation de soi-même. Comment voulez-vous que cet homme soit heureux quand on lui a mis dans la tête qu'il fallait qu'il s'extirpe tout ce qu'il est au fond de lui-même? Mais c'est de ça qu'il souffre. C'est ça sa maladie, c'est pas autre chose. C'est ces gens qui lui ont mis ça dans la tête à cette époque-là, et qui ont mis ça dans la tête de plein de gens. J'en ai parlé dans les transgressions. Mais continuons, parce que, comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas que... Donc là, il donne l'illustration de d'où vient le mal, d'où vient le problème.
et on l'avait déjà identifié dans les transgressions. Mais là, il en donne une traduction avec ses mots d'artiste, avec sa souffrance, et au travers de sa souffrance, mais il l'exprime pas comme ça, mais il en est l'expression. Il en est l'expression. Mais il ne fait pas que ça, puisque comme c'est un grand artiste, il donne aussi des réponses. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va voir jusqu'où ça amène. Et c'est très intéressant, parce que par sa sensibilité, eh bien on va voir où ça nous mène. Et il donne la réponse, notamment quand il parle de son voyage, d'un voyage, un moment qu'il a fait en Ouzbékistan. Et vous allez voir ce qu'il dit. Dans le même livre. Ces gens savent encore d'où ils viennent et qui ils sont. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de l'autre. Vous vous rendez compte? Tout le contraire du déracinement dont on vient de parler. Ces gens savent encore d'où ils viennent et qui ils sont. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de l'autre. C'est dans le même livre, c'est la même personne qui dit ça. C'est extraordinaire. Il y a pourtant dans ce petit pays de nombreuses minorités qui coexistent. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des minorités, mais j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, et en fait il y a 80% en Ouzbékistan d'Ouzbeks. Hein, bon, même si c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, les Ouzbeks, il y a peut-être des Ouzbeks du nord puis du sud, etc. 6% de Russes, 5,5% de Tadjiks, 4% de Kazakhs, 4% de Tatars. Donc on voit que les 80% de la population est ouzbek quand même. Donc même s'il y a des minorités, on n'est pas dans une société multiculturelle comme on tend à le devenir en France et comme c'est le cas aux États-Unis notamment. Enfin, de plus en plus aussi. Qui ne peut pas fonctionner. Ça marche bien. Vous avez un peuple dominant et puis quelques minorités, et là, généralement, ça se passe plutôt bien. Pour tout le monde, hein, généralement. Bon. Mais revenons au cœur du sujet. Ces gens savent encore d'où ils viennent et qui ils sont. C'est pourquoi ils n'ont pas peur de l'autre. Et il poursuit. Ces gens, ça veut dire qu'ils ont conservé leur culture. Parce que détruire la culture, c'est pas simplement détruire la culture, c'est détruire les gens de cette culture. Et c'est Depardieu, c'est ça qui le détruit. Et c'est pour ça qu'il est dans cette fuite permanente où il se qualifie soit de monstre, soit d'innocent. Et en même temps, il parle de Houellebecq notamment, etc. Il dit qu'il voit cette souffrance et c'est une autre souffrance. Mais voilà, il symbolise ça comme la France. Il aime la France. Il est français. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Même s'il voulait faire autrement, il ne peut pas. C'est ce qu'il est. C'est, je dirais, voilà, Depardieu, c'est un Français parmi les Français. Hein, c'est le plus français des Français, si on peut dire. Et c'est normal, du coup, que ce soit un des premiers qui soit tombé au fond. Parce qu'il est en première ligne. Et lui, cette déstructuration, cette destruction culturelle, cette destruction de la façon d'être française, eh bien ça l'attaque profondément. Je vais vous citer une anecdote, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'était il y a des années de ça. C'était un petit épicier arabe qui m'avait dit, une fois il m'avait croisé, et il m'avait dit, et il était là il était déjà assez âgé, il était là dans les années 50. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'immigration, il n'y avait pas eu beaucoup tous ces problèmes qu'on a depuis. Et il me dit, mais vous êtes un vrai Français. Un Français comme il y en avait avant, c'est ça qu'il voulait dire. Et c'est cette nostalgie-là aussi, je pense, dont parle Depardieu. Des Français qui sont ouverts aux autres parce qu'ils savent qui ils sont, qui n'ont pas peur de l'autre, justement. Ils n'ont pas de raison puisqu'ils savent qui ils sont. Ils peuvent aller vers l'autre sans aucun problème. Ils peuvent s'ouvrir. Mais allons plus loin. Continuons encore parce que, comme je dis, il y a tout en fait dans ce livre. Parce qu'il évoque aussi une autre chose qui là va plus loin justement. Là, on a été dans le constat, on a été dans justement le cœur du problème et ce qui permet peut-être de le résoudre. Mais allons encore plus loin, parce qu'il évoque aussi
Les gens, en Éthiopie cette fois-ci, les gens sont d'une extrême délicatesse. Quand tu es avec eux, c'est un peu comme s'ils regardaient ton âme avant d'écouter tes paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, en Éthiopie, ce ne sont pas des barbares. En ces quelques mots, il a dit ça. Voilà ce vers quoi il faut tendre. Revenir, si on peut revenir en supposant qu'il y a eu dans le passé une situation, enfin il y a eu une situation moins barbare qu'aujourd'hui, ça c'est incontestable. Hein, mais voilà un modèle à suivre. Ces gens sont d'une extrême délicatesse. Quand tu es avec eux, c'est un peu comme s'ils regardaient ton âme avant d'écouter tes paroles. C'est pas comme des enfants qui prennent un flingue et qui vont flinguer d'autres enfants. Il y a eu une situation moins barbare qu'aujourd'hui, ça c'est incontestable. Dans une école. Mais voilà un modèle à suivre. Ces gens sont d'une extrême délicatesse. Et enfin, il souligne autre chose. On se réfugie dans le c'était mieux avant. Hein. Mais il ne reviendra jamais. C'est un désir impossible. C'est tout à fait ce que nous disons. Il faut tracer un espoir, il faut tracer un avenir. Tous les gens qui sont dans le passéisme, dans le c'était mieux avant, etc., mais ça, c'est ce qu'on appelle des réactionnaires. Mais ça n'arrive pas, ça n'arrivera jamais. Si vous essayez de faire ça, déjà vous n'y arriverez pas, mais vous ferez qu'instaurer une autre barbarie. Donc, faire une autre barbarie pour une barbarie, je ne suis pas certain que ça soit beaucoup mieux. Donc ce désir est impossible. Donc il fait les mêmes constats. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que moi j'y vois un espoir. J'y vois vraiment un espoir parce que on vient de le démontrer, il a toutes les clés. Il a toutes les clés. Alors voilà, il ne faut pas revenir en arrière sur le c'était mieux avant. L'espoir avec un modèle de société avec des gens qui ont une certaine délicatesse. La barbarie, dont il est une des victimes par les transgressions, et dans lequel il donne un certain nombre de pistes, justement, en disant, mais voilà, la culture, le multiculturalisme, la mondialisation, ça ne peut pas marcher. L'internationalisation, oui, mais pas la mondialisation. Parce que ça détruit les peuples, donc ça va créer des guerres, et ça en crée. Dans les pays qui sont très multiculturels, c'est des affrontements incessants. Regardez, en Syrie, dans les Balkans, etc., c'est très multiculturel parce qu'il y a eu des générations de peuples qui se sont agrégés les uns à côté des autres. C'est les guerres perpétuelles. Ça n'arrête pas. Ça ne marche pas, la multiculturalisme. Ça n'existe pas. La tour de Babel. Si on veut remonter... Et donc, il a toutes les clés. Il a expliqué, en fait, ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est complètement cohérent avec ce qu'il dit. Alors, il dit aussi qu'il ne croit pas aux politiques. Ça, je dirais, et pour cause. Hein. Bon, voilà. Donc, il n'est pas sur le terrain politique, c'est clair. C'est un artiste. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une synchronisation entre cette vision par un artiste, cette vision artistique, et la vision politique que nous incarnons, qu'un P6R incarne. Il y a une synchronisation entre ces deux choses, entre ces deux mondes qui sont différents, qui font les mêmes constats avec leurs mots, avec chacun leur façon de voir, mais on arrive au même constat et même aux mêmes perspectives. Et ça, j'y vois vraiment un grand espoir, parce que s'il y a synchronisation comme ça, c'est qu'il y a un chemin. Ça veut dire que l'heure est arrivée. Et le chemin, c'est l'abandon des transgressions, celles qu'on lui a mis dans la tête depuis qu'il était adolescent, certainement. Et la guérison, elle est toute simple. Elle est très simple. Il faut s'accepter tel que l'on est. Et vivre tel que l'on est. Si on est né handicapé, on est handicapé. Moi, j'ai connu des gens qui étaient handicapés. Le gars, il n'avait pas de doigts. Ses mains, c'était des tout petits bouts de moignons, de rien du tout. Il jouait au billard quand même. Pourtant, c'est important les doigts pour... Mais il jouait au billard. Il faisait avec. Et puis, enfin, moi, je dis pas que ça le faisait pas, ça l'embêtait pas, hein, évidemment.
Mais voilà, on est ce qu'on est. Chercher à être autre chose dans un domaine complètement différent, c'est tous ces gens qui changent de sexe et tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est ce qu'on est. Chercher autre chose, vous ne ferez que vous perdre. Vous allez vous détruire vous-même. Parce que ça, c'est faux. C'est que des costumes qu'on enfile. C'est pas ça, c'est pas vous. Et là, lui, il en est une illustration totale, pleine, complète. Et dans tous ses excès, tout ça vient de là. C'est une révolte, un bouillonnement énorme. Vous allez vous détruire vous-même. La solution n'est pas dans l'individu. Et le problème, parce que le problème n'est pas dans l'individu. Le problème, donc, la solution ne peut pas être dans l'individu. Elle est dans le collectif, justement. Il faut remettre en avant le collectif, l'individu citoyen, comme on dit, réconcilier ces deux pièces, ces deux faces de la même pièce que nous sommes tous. Nous sommes à la fois des individus et des animaux sociaux, des citoyens. Et c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est réconcilier les deux. Le social et l'individu, l'homme, la personne. C'est bien notre objectif. En clair, ce que je dis, c'est que l'heure est venue du nouveau creuset français. Parce que si, par des voies politiques, nous proposons et nous voyons une chose, et que lui, par une voie complètement différente, qui récuserait peut-être, même certainement, puisqu'il déteste les politiques, il déteste la politique, il le dit 50 fois dans ce livre. C'est pas grave, c'est pas important. Parce que le fond de ce qu'il dit, c'est la même chose. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est l'heure. Si par des voies si différentes, on arrive à des chemins parallèles, convergents, c'est que c'est l'heure. C'est que le moment est venu de, justement, de renverser la table et de le faire. Après, il y a différentes façons, mais dans le domaine politique, c'est notamment la mise en place d'une nouvelle constitution. Si vous voulez changer le système, il n'y a pas 36 solutions. C'est la Constitution qui porte ça. C'est pas la politique au quotidien qui va s'occuper de l'inflation, du chômage, de l'industrie, etc. Non, là on est dans un stade où il faut changer de niveau, changer les règles du jeu. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi c'était si intéressant de regarder Depardieu. Et pour vous montrer encore que c'est la synchronisation, il y a une vidéo de mon ami Guillaume Tanneux. On ne s'est pas concerté du tout, et il a sorti cette vidéo-là, l'américanisation de la France. C'est exactement ce dont je parlais la semaine dernière. Vous voyez, et lui, et d'ailleurs, il voyait peut-être une contradiction dans ce que je parlais l'autre jour sur le fait qu'un peuple, c'était forcément une culture sur un territoire. Ça l'interrogeait, le territoire. Et je lui expliquais que c'était pas du tout contradictoire, et que c'était même consubstantiel. Et vous voyez, et lui, il dit, parce que lui, il vit au Japon, donc il est expatrié depuis très longtemps, il a vécu dans plein de pays. Mais lui, il le vit très très bien. Vous voyez, à la différence de Depardieu, regardez son maillot. Lui, il vit au Japon, il est avec une Coréenne, avec des enfants coréens, mais il a son écusson bleu, blanc, rouge, et il finit toujours par... il est français. Il ne nie pas sa France. Il ne nie pas ce qu'il est. Et du coup, il peut aller dans le monde entier. Il peut s'ouvrir à tout le monde. Ça ne lui pose aucun problème. Et donc, on est synchronisé parce qu'il sort cette vidéo, l'américanisation de la France, en même temps que je parle de ce sujet. L'heure est venue. Il y a une synchronisation. La mayonnaise est en train de prendre, en définitive. C'est ça que je constate. Et je dirais, pour qu'il y ait synchronisation comme ça, c'est qu'on ne doit pas être loin de porter les bonnes réponses. Moi, je suis très optimiste. Très optimiste. Moi, je dis, on va y arriver, c'est sûr. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et le décollage de la mayonnaise qui est en train de prendre, elle va faire des choses. Allez voir. Alors, avant de continuer, finir sur une autre chose quand même, justement, dans le prolongement du poisson qui pourrit par la tête.
de l'abandon du rayonnement culturel de la France, je voudrais vous signaler un article qui est paru dans le Monde diplomatique de novembre de cette année, hein, donc qui parle justement du rayonnement voilé de la France. Bon, justement, hein, c'est le rayonnement culturel de la France qui a été complètement abandonné, délaissé, et là on en donne des raisons, mais des points de vue structurels, de ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères, etc. Mais pour vous en donner une idée, j'en ai extrait un chiffre. Le budget de la culture à l'étranger, c'était 53 millions d'euros en 2009. C'est quasiment divisé par deux, on est à 30 millions d'euros en 2016. Comment voulez-vous que la culture française, or que la culture française elle a rayonné, et elle peut rayonner encore, se développe si on coupe de cette façon-là le rayonnement français? On est colonisé et on ne rayonne plus. C'est pas une question de coloniser les autres, hein. On l'a fait assez comme ça dans le passé. La cour est pleine, c'est bon. Mais c'est une question d'échanger autour de la francophonie, notamment, et de la littérature française. On parlait de Houellebecq. Vous voyez, par exemple, Houellebecq, qui est sans doute le meilleur écrivain français contemporain, vivant, mais comment il est discrédité, on lui jette la pierre sans arrêt. C'est toujours ces fameuses élites qui décrédibilisent. Après, on est d'accord avec ses opinions ou pas, peu importe. Voilà, on se tire des balles dans la tête. Le poisson pourrit par la tête. Et notre tête est en train de pourrir. Voilà. Donc avant de finir, je voudrais rendre hommage à des victimes des barbaries, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, nous ne déplorons pas de décès, pas encore. Le poisson pourrit par la tête. Et notre tête est en train de pourrir. Voilà. Un enseignant a été menacé de mort par des élèves à l'école Louis Pasteur d'Albertville. 4 élèves, 3 garçons et une fille, ont été interpellés le 5 novembre. La fillette est hors de cause. Les garçons ont reconnu avoir prononcé ces mots et se sont excusés selon le procureur de la République. Ce sont des enfants de 10 ans. Hein. J'ai omis de le signaler, ce sont des enfants de 10 ans. Alors certains s'interrogent sur la démesure de ces interpellations. Menace de mort. Ouais. En parlant de Samuel Paty, décapité. Donc, sur ces personnes qui s'interrogeaient sur la démesure de ces interpellations, il y a une mise au point du ministère de l'Intérieur. J'ai mis l'adresse internet sur Twitter. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est comment les enfants de cet âge peuvent-ils être déjà abîmés à ce point par une idéologie pour menacer de mort leur professeur à 10 ans? N'est-ce pas une barbarie? Moi, ce qui m'interroge plus, c'est comment les enfants de cet âge... Voilà, passez à l'initiative. Inscrivez-vous sur une perspective de la 6e République. Comme je vous disais, la mayonnaise est en train de prendre. Hein, je dirais, nous savons où nous allons. Hein, et nous savons aussi comment y parvenir. On a une voie, on a une voie toute tracée. Et, moi je dirais, avec les signes qui sont en train de se révéler là, je dis, c'est ici. Et c'est maintenant que ça se passe. Si vous voulez en être, le train démarre. Allons-y. Inscrivez-vous sur une perspective de la 6e République. Mercredi prochain, mercredi de l'espoir, être optimiste, se projeter dans l'avenir, donner un espoir, être positif. Voilà ce que nous vous proposons. Eh bien, je crois que tout est dit pour ce soir. Donc je vous dis
bonne fin de journée, bonne soirée, bon week-end, et à mercredi et à vendredi prochain. Au revoir.